Salam alaikum, Azul Filawan, bonjour. Mon nom est Foura Mohamed. Je suis enseignant au département d'architecture de l'Université de Constantine III et je vais vous présenter un cours donc, sur l'histoire critique de l'architecture. Cours donc, qui s'inscrit dans le programme officiel de la formation en formation LMD en architecture à l'Université Constantine III. Nous sommes toujours dans le thème de la préhistoire et les premiers refuges et aujourd'hui donc on va faire une séance, donc un cours sur donc le néolithique. Le néolithique, voilà, qui va de 9000 ans à 3000 ans avant notre ère. Le néolithique, on l'appelle aussi donc le nouvel âge de pierre ou l'âge de la pierre polie. Alors, c'est un diagramme qu'on a déjà vu au deuxième cours. Voilà, c'est un rappel. Voilà, et tout simplement pour parler encore une fois des différentes périodes. Alors, en bleu, nous avons donc les périodes préhistoriques. Et donc en rouge, l'évolution donc l'évolution de l'homme jusqu'à donc la période de l'Antiquité. Donc en bleu, nous avons d'abord donc le paléolithique, donc qui va de 3 millions d'années avant notre ère. On a le paléolithique inférieur, on a le paléolithique moyen et supérieur. Le mésolithique en vert, donc c'est la période où on va voir donc le réchauffement de la Terre après donc l'âge glaciaire. Le néolithique, oui, c'est très court, donc de 6000 à 3000. 6000, donc c'est la fin du mésolithique, voilà, et 3000 jusqu'au début de l'Antiquité. Donc en rouge, on a dit, donc toujours pour rappeler, donc à 3 millions d'années, l'apparition de l'Homo habilis. Ensuite, 1,5 million d'années, l'Homo erectus. Ensuite, 1 million d'années, apparition des premiers humains. À 120 000 années, donc apparition de l'Homo sapiens, mais aussi de l'homme de Néandertal. 24 000, toujours avant notre ère, voilà, par exemple, apparition des peintures rupestres dans les grottes. Et voilà, donc à 10 000 avant notre ère, on entre dans le Mésolithique. Voilà, 10 000 à 6 000 ans avant notre ère. Et ensuite, à partir de 6 000 jusqu'à 3 000, on est dans le Néolithique. Alors le Néolithique, donc voilà, il y a environ 12 000 années. Qu'est-ce qui s'est produit? Nous avons donc un changement climatique. C'est un réchauffement, voilà, de la Terre qui va tout simplement provoquer donc le passage du nomadisme à la sédentarisation. Alors ce changement climatique coïncide avec donc le Mésolithique. Donc le Mésolithique, donc qui est, comme on l'a dit, donc une période de transition dans la préhistoire, et il y a environ 10 000 ans, donc le néolithique, ou l'âge de pierre polie. Et effectivement, donc à partir de cette période, qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va voir donc le perfectionnement dans tous les outils de pierre qui taillés, façonnés et utilisés par donc les humains. Et aussi, on va apparaître les premières manifestations d'une activité qui s'appelle donc l'agriculture. Alors, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut donc retenir? Dès le début du néolithique, les historiens ont relevé des changements de comportement économiques et sociaux liés au réchauffement climatique post-glaciaire. Donc voilà, c'est grâce à ce réchauffement climatique, voilà, donc il va y avoir donc un changement.
Et automatiquement, donc, les hommes vont s'adapter à ce réchauffement climatique. En effet, le réchauffement va donc, entraîner des changements environnementaux qui va se solder par une augmentation des surfaces des forêts. Mais par contre, donc, il va y avoir une raréfaction des herbivores migrateurs tels que les rennes. Donc, durant la préhistoire, là, donc les hommes ont chassé beaucoup donc, le renne, donc, en tant que nourriture, mais aussi pour sa peau. Voilà, ce qui rend la chasse moins facile. On va apparaître aussi des échanges économiques entre groupes. Donc, il va y avoir un surplus et donc il va y avoir des échanges économiques entre groupes de nomades. Donc l'homme ne s'est pas encore automatiquement sédentarisé. Alors on va avoir aussi donc des mariages entre ces groupes. On parle d'exogamie pour définir donc à cette époque le mariage comme une relation d'échange entre groupes, entre tribus. Voilà. Alors donc, les hommes donc voilà pour survivre voilà il y a une raréfaction donc du gibier donc donc ce qui va un peu limiter la chasse. Et donc, ils veulent survivre et se mettent alors à cultiver la terre pour donc s'assurer un complément de ressources, donc de subsistance nécessaire à la survie. Alors, ils vont tout simplement découvrir l'irrigation, donc pour donc utiliser l'eau, ensuite la traction animale pour donc cultiver les champs. Donc il a fallu utiliser donc les animaux donc pour donc faire leurs travaux. Et aussi il y a aussi l'invention de la roue. Et plus tardivement, donc après, donc des métaux tels que le fer, le bronze, l'étain et le cuivre. Donc voilà, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir donc un nouveau phénomène qui est donc la possession de la terre fertile, voilà, qui devient progressivement donc un enjeu vital. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va passer donc de la propriété collective à la propriété privée, afin de garantir donc la sécurité des exploitants de la terre. Aussi, donc il y a des progrès dans la productivité, on produit plus dans l'agriculture, ce qui va rendre la chasse et la cueillette bien moins rentables. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un surplus, voilà, un surplus qui va donc être engendré dans l'agriculture, voilà, et ce qui permet aussi donc une division donc du travail. Donc voilà, apparition de la productivité, voilà, donc apparition donc dès le néolithique. En fait, le néolithique est une révolution vraiment importante dans l'histoire de l'humanité. Alors, indépendamment, c'est-à-dire ils ne se connaissaient pas, là, donc chacun de sa région, donc les hommes vont s'adapter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc voilà, avec ce qui entre dans l'activité de l'agriculture, c'est que ils vont donc domestiquer des espèces animales et végétales, et voilà, engendrant un contrôle des ressources alimentaires. Donc le résultat, c'est une explosion démographique, donc une augmentation de la population, donc une explosion démographique sans précédent qui va conduire en quelques millénaires à des sociétés donc inégales et violentes où naissent des villes et des États. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on va avoir un nouveau phénomène? C'est la guerre. Alors, sur donc cette diapo qui est donc une petite synthèse, apparition donc de nouveaux métiers au néolithique. D'abord le métier d'agriculteur, parce que
les hommes se sont sédentarisés, ils vont donc cultiver la terre pour donc produire des céréales, pour donc les stocker et même donc pour les échanger. Alors, il y a aussi le métier du tisseur, donc le tissage. Donc, on a dit que le gibier, les animaux que les hommes chassaient, donc, vont être réduits. Et donc, il va falloir donc produire des vêtements. Et d'où donc l'apparition donc, de l'activité de tissage. Alors, fabrication d'outils, donc on va avoir des artisans qui vont fabriquer toutes sortes donc d'outils. Commerçants bien sûr, parce que avec le surplus, donc il va y avoir donc un échange. Et donc voilà, d'abord le commerce entre groupes, donc différentes régions. Mais aussi, voilà, avec la sédentarisation, donc on va voir l'apparition d'un habitat donc permanent, et on va voir donc le métier de constructeur, voilà. Donc constructeur, voilà, tout simplement pour donc construire des abris permanents. Alors, maintenant l'habitat permanent, voilà, puisqu'on parle de refuge. Alors, l'habitat permanent, donc, il va, donc, son but, c'est protéger contre les intempéries, donc une habitation, un abri solide. Protection contre les animaux sauvages, voilà. Et donc, c'est un habitat donc, plus confortable, hein, au moment qu'il est donc construit. Ce n'est pas des abris sur roche ou les grottes. Et maintenant, voilà, on voit l'apparition de villages, d'agglomérations. C'est des communautés préurbaines. Voilà. Et donc, avec le feu, voilà, on a maintenant la cuisson de l'alimentation. Voilà. Alors, pour donc faire une synthèse, voilà, de ce qu'on a dit donc jusque-là, donc on va faire une comparaison entre le paléolithique et le néolithique. Alors, l'ancien à gauche, donc l'ancien âge de pierre ou âge paléolithique, voilà, les hommes sont chasseurs et cueilleurs, voilà, donc ils chassent les animaux sauvages, cueillent toutes sortes de plantes, donc ils vivent dans la nature, et c'est le mode de la vie nomade, et ils vont d'un endroit à un autre. Le nouveau de pierre néolithique, voilà. Maintenant les hommes sont devenus agriculteurs, voilà. Et donc agriculteurs, ça veut dire, voilà, ils cultivent la terre, mais aussi, voilà, ils élèvent, ils font de l'élevage, donc c'est la domestication de certains animaux qu'on aime. Alors, pratique de la récolte. Ils habitent maintenant des abris permanents, donc ce n'est donc l'abri temporaire, voilà. Donc, automatiquement, nous sommes dans un mode de vie sédentaire avec l'apparition donc du village. Alors, concernant donc le refuge, donc son évolution, alors deux forces donc vont contribuer à donner forme à l'habitat et aux établissements. Donc voilà, il y a c'est-à-dire l'abri, mais aussi il y a d'autres équipements tels que par exemple les équipements domestiques, les temples, etc. Donc premièrement les besoins fonctionnels et deuxièmement, voilà, il va y avoir une disponibilité des matériaux de construction et la technologie. Alors, par exemple, néolithique, effectivement, on sait comment extraire donc, la pierre des carrières et comment la transporter. La pierre, c'était surtout donc, pour donc, les espaces funéraires, le temple, etc. Voilà. Mais aussi, création de la brique séchée au soleil, donc l'adobe. Et effectivement, donc, pour les historiens, donc l'histoire de l'architecture va commencer lorsque ces premiers hommes, donc, ils vont abandonner les refuges naturels, grottes et arbres sauvages, pour aller habiter dans des abris créés par leurs propres mains.
l'homme ainsi va se sédentariser, va rester donc dans un seul endroit, dans un habitat permanent. Alors, bien sûr, les matériaux, il faut parler des matériaux, et on va donc de nouveaux matériaux, mais aussi de nouveaux systèmes de construction et de nouvelles techniques durant le néolithique. Les matériaux donc vont être diversifiés et variés. Voilà. Bon, on l'a déjà dit, donc création de la brique séchée, l'adobe, voilà, mais aussi la pierre, voilà, adobe et pierre sont les matériaux donc les plus populaires. Amélioration donc, dans la production, la construction donc de l'adobe elle-même et la construction en adobe pour la construction d'abris domestiques. Les grosses pierres sont utilisées exclusivement pour les monuments. On va voir les dolmens, les mégalithes, tout ça, c'est très important. On va voir tout ça donc plus tard. Les méthodes de construction vont bien sûr être perfectionnées donc avec le temps. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc une grande capacité à extraire, façonner, transporter et assembler de grosses pierres pour créer les monuments. On va voir tout ça après donc dans un cours donc, sur les mégalithes. Voilà, on pense donc qu'il y a donc architecture, donc il y a une architecture, et quels sont donc ces principes d'organisation architecturale. Alors, l'homme devenu sédentaire, un abri permanent donc est nécessaire. Et cela veut dire une construction durable et requise. Donc il y a une amélioration des habitations et des habitations pour répondre aux besoins. Alors on va voir un changement de forme des maisons parce que, on va le voir plus tard, donc on va quitter donc la forme circulaire vers la forme carrée ou rectangulaire. Voilà. Donc changement de forme des maisons, introduction de mobilier, donc voilà, l'homme va donc façonner donc des meubles, voilà. Il va essayer de différencier les espaces. Alors, concernant donc l'agglomération, au niveau de l'agglomération de l'ensemble, il y a une amélioration du village, y compris l'introduction de rues. Voilà, on va voir donc des rues. Et finalement, voilà, on peut dire donc il y a une amélioration de la technologie de construction. Alors, effectivement, donc vers 7000 avant notre ère, on va voir donc l'apparition de ce que les historiens ont appelé donc les maisons danubiennes. Alors, c'est des donc, habitations effectivement qui ont été importées donc du nord de l'Europe. Donc, du nord de l'Europe, c'est des régions danubiennes, voilà, et qui vont atteindre l'Europe de l'Ouest. Voilà. Et effectivement, on va voir la construction de longues maisons de terre et de bois, quasiment identiques dans toute l'Europe centrale et occidentale. Elles sont vraiment, c'est une sorte de maison type qui va se répandre. Donc voilà, ça c'est tout simplement c'est des théories, c'est pas des vérités, c'est des théories des archéologues effectivement, et ils ont essayé de reprendre, de faire une reconstitution de ces maisons danubiennes telles que la maison qu'on voit à gauche de la diapo. Donc voilà, on va voir tout simplement des hameaux, donc c'est des petits villages, de 2 ou 3 maisons dispersées le long du cours d'eau. Voilà. Puis petit à petit, voilà, les villages donc vont s'extensifier et se multiplier. Et aussi l'architecture aussi qui va se diversifier. Alors toujours sur ces maisons danubiennes, donc du néolithique, donc il y a 7000 ans, donc effectivement,
comme on l'a dit, donc, vous voyez, les archéologues ont fait cette reconstruction, reconstruction étonnante. Et voilà, c'est une maison donc, de 25 mètres à l'intérieur. Elle semble avoir été séparée par un certain nombre de piliers qui donc soutiennent ce toit massif que vous voyez donc à droite de la diapo. Les murs donc les plus exposés aux intempéries étaient plus épais, et donc c'est une construction vraiment durable. Et on suppose que plusieurs familles, plusieurs mêmes générations d'une même famille habitaient donc dans cette maison. Les archéologues ont reconstitué aussi donc, plusieurs éléments du mobilier qui devaient donc donner un certain confort à l'intérieur de cette maison. Donc on a trouvé un four, donc un métier à tisser et d'autres objets. Alors, il faut noter donc que le foyer, c'est-à-dire donc le foyer de cheminée, là où il y a le feu, aussi permettait donc d'enfumer la toiture et éviter ainsi que donc s'y installent des animaux hostiles ou dangereux. Donc voilà, les maisons danubiennes. Alors, d'autres habitations vont apparaître au néolithique et on va voir une certaine variété d'architecture. Voilà. Donc, dans certains pays de l'Europe, pratiquement toute l'Europe, voilà, on va voir donc des villages, sortes de villages, lacustres se développer vers 5000 avant notre ère, soit plus de 1000 ans après l'apparition des maisons danubiennes qu'on vient de voir, on vient de parler. Bon, il s'agit donc ici, comme vous le voyez à gauche, de petites maisons de plan quadrangulaires érigées sur des plateformes maintenues par des pieux, donc des pilotis, enfoncés dans la base. Alors, leur emplacement, difficile d'accès et éloigné des champs cultivés, indique que l'avantage de ce type de milieu, au-delà de sa richesse écologique, est de constituer donc un abri naturel. Alors, ensuite, donc voilà, donc la population va augmenter, c'est normal, on va avoir donc une amélioration donc, dans l'alimentation et la nutrition, et automatiquement, donc il y a un essor démographique rendu possible par le mode de vie néolithique qui va conduire à une plus grande emprise sur les territoires dès la seconde moitié du 5e millénaire avant notre ère et plus encore au 6e millénaire. Donc la trame villageoise va se densifier avec divers types d'implantations, habitats ouverts, enceintes, mines de silex, nécropoles, etc. Donc la forme des maisons va évoluer aussi, également pour adopter un plan quadrangulaire plus trapu qu'à la période précédente. Alors on va voir quelques exemples. Donc, c'est des exemples maintenant qui sont devenus vraiment donc, universels. On aborde donc un site intéressant, un site néolithique, donc en France, voilà, sur une surface de 4 hectares qui a été découvert récemment en 2009. Alors, le village donc découvert est exceptionnel par la densité de l'occupation, la monumentalité des bâtiments et le caractère inédit de certaines architectures. Ici, on a une vue de l'arrière des bâtiments monumentaux avec des traces d'une maison circulaire donc au premier plan. Donc voilà, on est encore donc à la phase préliminaire des recherches archéologiques. Et voilà, graduellement, donc les archéologues voilà, découvrent des choses et pour donc aller vers une reconstitution du site. Alors, on va aller maintenant donc en Grèce. Donc en Grèce, alors, il y a ce site très intéressant qui a été aussi découvert récemment, le site Domini, donc en Thessalie, donc en Grèce, 6000 à 5300 ans avant Jésus-Christ. Et
ici, donc voilà, tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on voit une implantation, voilà, durant le néolithique, donc qui est donc une sorte de village fortifié. Voilà, c'est un village fortifié qui donc date de l'époque donc du néolithique. Alors, toujours en Grèce, donc voilà, donc ça c'est l'une des premières acropoles, l'acropole de 16 kilos, toujours en Thessalie, 6000 à 5300 ans avant Jésus-Christ. Et ce que vous voyez, c'est donc la reconstitution de cette acropole. Voilà. Les murs donc des maisons étaient donc en briques crues, posés sur un socle de pierre sèche, voilà. Et comme vous voyez, donc on suppose que les toits étaient à deux pans, donc inclinés. Et donc cette acropole voilà, nous montre déjà que les hommes voilà, donc, avaient donc une culture architecturale. Euh, alors, on va aller maintenant en Turquie, donc le site Asila en Turquie. Voilà. Et ce qu'on voit donc à droite est une reconstitution du site d'Assila. Donc le site date de 7000 ans avant notre ère. Donc ces vestiges archéologues ont montré donc, que ce site a été abandonné et réoccupé plusieurs fois. Bon. Alors, c'est un type de maison rectangulaire qui a été découvert et dont l'entrée se fait par le toit. Alors, l'économie de cette colonie serait essentiellement agricole. En plus de cela, l'économie dépendait également du bétail. Donc voilà, donc le néolithique, vraiment, c'est donc l'avènement de l'agriculture. Le site néolithique de Jarmo, et donc ce site se trouve donc dans l'Irak actuel. On estime que l'occupation donc de ce site s'est produite à environ 7000 ans avant Jésus-Christ. Alors, c'est un site donc archéologique préhistorique situé donc près de Kirkuk, donc dans le nord-est de l'Irak. Alors, le site est important pour révéler les traces de l'une des premières communautés villageoses agricoles au monde. Alors, les archéologues ont trouvé une douzaine de couches de construction architecturale et de rénovation qui témoignent de la présence de blé et d'orge cultivés, ainsi que la présence de chiens, de chèvres, suggérant la réalisation d'un mode de vie agricole sédentaire. Alors ici, donc, une reconstitution d'une habitation du site néolithique de Jarmo, de ce que vous voyez donc à gauche de la diapo. Et on va trouver d'autres objets tels que des lames de faucille en silex donc pour faire la récolte du blé, des meules pour moudre le blé, et dans les couches supérieures seulement de la poterie, voilà. Tout ça donc fait allusion aux innovations technologiques faites en réponse au nouveau mode de production alimentaire. Et on le voit ici, donc par exemple le toit, qui est constitué par une sorte de structure donc en bois et ensuite recouverte par des roseaux mêlés à de l'argile, voilà, et pour faire donc une terrasse accessible. Alors, autre site intéressant, Jefel Ahmar, c'est un village préhistorique sur la rive gauche du fleuve de l'Euphrate, en Syrie. Alors, il s'est développé à partir de 9500 ans avant notre ère. Et donc d'abord, donc, les habitants vivaient de la chasse et de la cueillette, et donc ensuite ils vont se convertir à l'agriculture. Alors, la fouille a permis de voir que de grands travaux réunissent les villageois. Et comme le terrain est en pente, ils ont construit donc des terrasses.
Donc les individus qui vivaient, je cite, voilà, ils vont bâtir leur maison autour d'un bâtiment collectif complètement enterré dont on ne voit que le toit. Ce bâtiment contient des silos où ils stockent leurs récoltes. Donc voilà, vous avez donc une sorte d'équipement, voilà, pour donc stocker la récolte de céréales. C'est aussi donc un lieu de réunion où ils taillent leurs objets en silex, fabriquent des bijoux et gravent des objets en pierre qu'on a retrouvés sur place. À l'extérieur, entre les maisons, voilà, on a donc constaté de grands foyers où la nourriture était sûrement cuite en commun. Donc là, les villageois avaient donc une, une relation donc très humaine et donc voilà donc ce village donc intéressant en Turquie, Jebel Ahmar, un village donc préhistorique de la période néolithique. Alors, alors on voit donc à travers donc ce plan que vers 8500 avant notre ère, les plans circulaires sont progressivement remplacés par des plans quadrangulaires ou rectangulaires. Voilà, voilà, donc de la forme circulaire, donc on commence à, on va aller à des formes plus rectangulaires et carrées. Effectivement, les raisons de cette transformation n'ont pas été élucidées par les archéologues, mais il y a une théorie et donc il se pourrait qu'elle soit tout à fait technique à l'origine et liée à la modification des modalités de réalisation des sols des bâtiments. Quoi qu'il en soit, une fois les techniques de construction de bâtiments rectangulaires maîtrisées, ce type d'architecture devient exclusif au Proche-Orient, que ce soit dans le Levant, la Mésopotamie ou le sud d'Anatolie, c'est-à-dire en Turquie. Alors, sur de nombreux sites, cette architecture prend la forme d'un habitat agglutiné, donc ramassé, dont l'exemple est le fameux village de Çatalhöyük, voilà, en Turquie, occupé donc vers 7000 avant notre ère et qu'on va voir maintenant. Alors, l'établissement d'habitat permanent de Çatalhöyük. Alors, là, donc, on va donc tout simplement constater un perfectionnement dans la forme donc des habitations, avec un changement de la forme vers des formes plus droites, donc vers donc, le carré et le rectangle au lieu donc des formes circulaires. La conception donc des maisons va se faire maintenant avec un grand nombre d'espaces. Voilà. Apparition de bâtiments utilitaires aussi, tels que donc, les étables pour les animaux, des manufactures donc, pour l'artisanat et surtout bien sûr, des bâtiments de culte tels que le temple. Comme on le voit donc, ici, donc Çatalhöyük, c'est un habitat agglutiné, donc vous voyez donc ramassé, donc en bloc, il n'est pas éparpillé, qui est constitué de bâtiments réguliers, plus ou moins carrés ou rectangulaires, comme on le voit sur donc ce dessin qui consiste on voit donc une partie en plan et une partie en axonométrie. Voilà. Et donc voilà, c'est des formes droites. Ici, donc à gauche, une reconstitution du village de Çatalhöyük. Et donc là, Çatalhöyük est un petit peu particulier, donc il n'y a pas de rue. Et les habitations sont accessibles par une ouverture pratiquée dans le toit. Voilà. Et on utilise des échelles en bois. Donc voilà, donc invention de l'échelle, voilà, pour se déplacer verticalement. Et généralement, ces échelles en bois aboutissent à un coin cuisine. Les habitations donc comprennent généralement une pièce commune carrée de 20 à 25 mètres carrés et des pièces annexes en partie réservées au stockage et à la préparation de la nourriture. De petites fosses creusées dans le sol servaient de structure de stockage. Donc c'est des sortes de silos pour le stockage donc des céréales cultivées. Et voilà, donc la pièce principale dispose de bancs
et de plateformes pour s'asseoir, etc. Donc il y a donc une certain confort maintenant qu'on constate dans les habitations du néolithique. Alors ici donc c'est pour parler un petit peu du système constructif. Voilà. Ce qu'on voit à gauche, à droite, c'est le plafond, comment il est constitué. Et voilà, au centre, vous avez une reconstitution donc de la structure d'une maison de Châtellerault. Alors les maisons sont constituées de briques de terre crues, l'adobe, ça c'est donc ça s'est généralisé. Chaque maison possède donc ses 4 murs. Les toits étaient constitués donc comme on le voit d'une armature de bois de chêne. Donc voilà, c'est des solives. Donc vous avez des poutres et des solives en chêne et du feuillage. Le feuillage là, il est recouvert d'argile et de roseaux. Donc pour lui donner donc une solidité. Alors, la structure est renforcée par des piliers de bois donc, sur le pourtour des murs. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur donc, système constructif, mais aussi des choses qu'on voit, voilà, comme ici, donc cette blanquette, comme le mur, donc la décoration sur les murs, une ouverture, donc certainement pour éclairer ou aérer. Alors le temple, là, bien sûr, le temple donc, joue un très grand rôle donc, durant la préhistoire. Et ici, donc, un temple qui montre l'organisation intérieure, voilà, ainsi que le système constructif utilisé. Donc, le temple aussi, donc, on lui donne donc, la plus grande importance, tout simplement parce que, voilà, c'est le lieu donc, sacré. On va voir comment, donc, après, comment on va voir l'évolution des temples à travers le temps. Alors, il y a aussi une forme d'art. Alors, si on va voir dans les abeilles-chourottes, donc c'est les dessins rupestres. Ici, voilà, sur le site de Châtellerault, on a trouvé cette figurine en terre cuite, voilà, d'une déesse assise. Voilà. Et on voit que donc il y avait aussi donc la production d'objets donc artistiques très intéressants. Alors, autre donc, site, donc c'est la tour circulaire en pierre de Jéricho. Donc, c'est, comme vous le voyez ici, donc une tour de pierre de 10 mètres de diamètre pour près de 9 mètres de haut, qui jouxte donc un rempart donc, de 3 mètres tout autour. Alors, c'est une structure en pierre de forme conique construite autour de 8000 ans avant notre ère et qui est parmi les premiers monuments de pierre de l'humanité érigés à Tel Sultan, voilà, dans un site archéologique situé dans la ville de Jéricho, donc en Cisjordanie. Abu Huraira, donc le lieu où les humains sont devenus agriculteurs aussi. Donc là aussi, donc, les archéologues donc, affirment que donc, c'est le point de départ peut-être un des points de départ donc, de l'agriculture. Alors, toujours donc sur le site d'Abu Huraira, donc vestige d'une habitation. Alors, vous voyez, l'habitation est rectangulaire. Voilà. Et ce sont des preuves voilà, de l'agriculture pratiquée dans ce site d'El Abouera, un petit village, donc comme on a dit, situé le long de l'Euphrate dans la Syrie moderne. Le village était habité d'environ 11 500 à 7 000 avant Jésus-Christ. Les habitants, d'abord, ont chassé donc, la gazelle et d'autres gibiers. Et voilà, vers 9700 ils ont commencé à récolter des céréales sauvages. Plusieurs gros outils en pierre pour moudre le grain ont été trouvés sur le site.
là, on a un autre site donc en Turquie. Alors, Göbekli Tepe, voilà, qui est donc une cité englobant des centres religieux et sur laquelle existent des traces, donc il paraît, traces du prophète Ibrahim et du prophète Ayoub. Voilà. Alors cette cité, Göbekli Tepe, date de 12 000 ans avant notre ère. Et il paraît qu'elle est plus ancienne que Stonehenge, donc en Angleterre, comme on va voir donc un peu plus tard, au Royaume-Uni, et les pyramides égyptiennes. Donc ce site antique est une série donc, de structures principalement circulaires et de forme ovale situées au sommet d'une colline. Donc il existe des preuves archéologiques que ces installations n'étaient pas utilisées à des fins domestiques mais principalement à des fins rituelles ou religieuses. Donc voilà, c'est un lieu donc, rituel, c'est un lieu sacré, c'est donc une sorte de temple. Voilà. Et par la suite, il est devenu évident que la cité de Göbekli Tepe se compose non seulement d'un, mais de plusieurs de ces temples de l'âge de pierre. Donc voilà, donc à gauche une autre vue de ce site. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici des sortes d'énormes piliers monumentaux au centre de chaque installation, entourés d'enceintes et de murs comportant plus de piliers dans ces configurations. Alors, tous les piliers sont en forme de T, avec des hauteurs variant de 3 à 6 mètres. Voilà. Les archéologues interprètent ces formes en T comme des formes des êtres humains stylisés, principalement en raison de la représentation des extrémités humaines qui apparaissent sur certains piliers. Voilà. Donc voilà, c'est une sorte de temple qui donc a été découvert sur donc ce site. Ceci donc confirme l'importance du temple à partir donc de l'époque néolithique, de la préhistoire. Donc on donne plus d'importance au temple qu'à l'habitation. Alors, l'habitation, donc, qui est un refuge domestique, et le temple, qui est un refuge donc spirituel. Voilà. Ici, quelque chose d'intéressant, c'est le reste donc d'une maison du néolithique, donc en Écosse, sur le site de Skara Brae, en Écosse, 3000 ans avant notre ère. Et comme vous voyez ici, donc, dans cette région du monde, en Écosse, l'utilisation donc de pierres, voilà, pour faire ces murs qui enterrent, donc, qui encerclent une sorte d'espace extérieur, d'un patio. Alors, pour donc récapituler, donc, apparition du refuge permanent, donc, les hommes donc habitent un seul lieu, et donc établissement de communauté, ça veut dire donc voilà, apparition donc du village. L'agriculture va permettre aux hommes de se sédentariser autour de leur ferme, voilà, pour donc pratiquer de l'agriculture. Alors, il y a une certaine stabilité qui va permettre la fondation donc des premiers villages, des premières communautés. Alors, capacité de diviser le travail et de travailler ensemble. Donc, il y a une division du travail maintenant, parce que donc il faut diviser le travail donc en plusieurs tâches, mais aussi surtout travailler ensemble. Défense collective de la communauté. Alors bien sûr, donc on a dit que les outils deviennent des armes, donc apparition de la guerre, et donc il va y avoir des guerres entre les tribus. Alors, des références bibliographiques. Alors ici, donc, il y a donc pratiquement des références sur le néolithique. Et donc, merci de votre attention et je vous dis donc au prochain cours.